keep sinking into your blue, yeah, I keep sinking. Bonjour YouTube, aujourd'hui nous allons voir comment apprendre à réussir vos portraits studio. Dans cette vidéo et dans les probables vidéos qui vont suivre, parce que je pense que tout ne rentrera pas dans une seule vidéo, nous allons parler du cheminement et de ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour aller jusqu'à un portrait terminé. On va commencer par parler du matériel. Au niveau des appareils photo, vous pouvez utiliser n'importe quoi. En fait, vous pouvez utiliser n'importe quel appareil, même ancien. En ce qui me concerne, je n'ai que du vieux matériel, je n'ai pas de matériel récent. Ça ne m'empêche pas de faire des portraits. Pour le portrait, on utilise l'appareil en manuel et on utilise le strict minimum du logiciel embarqué, puisque en plus on aura une mesure externe au boîtier avec un flashmètre. Donc en fait, on n'utilise pas le logiciel intégré au boîtier. Donc vous pouvez avoir quelque chose de très ancien. Par ailleurs, nous allons travailler avec beaucoup de lumière, puisque en studio, par définition, on a beaucoup de lumière, et donc on n'a pas besoin de monter en ISO. Donc vous n'avez pas besoin d'un appareil qui soit performant en ISO. Cette photo, par exemple, a été faite avec un 5D, première génération, donc vous voyez qu'il n'y a absolument pas besoin d'avoir du matériel sophistiqué pour faire ce type de photo. Au niveau des objectifs, si vous possédez un zoom 24-70 ou 70-200 et que vous n'avez pas les moyens ou l'intention d'acheter d'optique fixe, vous pouvez bien entendu le faire avec ce type de matériel. Le zoom, c'est un objectif utilitaire ou qui est fait pour faire des choses que l'on ne peut pas faire avec des optiques fixes ou qu'on ne peut pas faire facilement avec des optiques fixes. Mais à distance focale égale, la différence de qualité sera flagrante, notamment en ce qui concerne la notion de tridimensionnalité. Un zoom ne sera pas bon en tridimensionnalité. Or, ce qui va donner la qualité d'une optique, c'est sa notion de tridimensionnalité, puisque c'est ça qui va vous permettre de faire quelque chose de très naturel en termes de rendu, et de remarquable par le côté naturel. Je vous invite à regarder la vidéo dont je vous mets le lien ici, parce que cette vidéo donne en détail justement tout ce dont je viens de parler. Cela dit, pour résumer, vous pouvez utiliser n'importe quelle focale pour faire du portrait, y compris jusqu'au 200 mm. J'ai entendu dire qu'un 200 mm écrase le sujet. Alors c'est une fausse donnée. Vous pouvez regarder par exemple cette image faite au 210 mm qui va donner une sensation de tridimensionnalité et qui n'écrase absolument pas le sujet. De la même manière, un 35 mm ne déforme pas. Ça, ce sont des choses que l'on entend partout, souvent, notamment sur YouTube. Or, ce n'est pas l'optique qui déforme, c'est la distance. Si vous vous mettez à 3 mètres avec un 35 mm et que vous recadrez pour avoir un angle de champ qui corresponde plus à un portrait plus serré, vous n'aurez aucune déformation. Je vous laisse regarder cette vidéo qui vous parle de ça en détail. Et c'est notamment pour ça qu'un 210 mm ne va pas déformer si vous l'utilisez à 3 mètres, parce que ce qui compte, c'est la distance. À 3 mètres et en 24-36, un 200 mm va cadrer serré. Donc, si vous vous rapprochez trop avec une optique, que ce soit un 35 ou un 200 mm ou un 135 mm, vous allez déformer. Ensuite, la déformation peut être acceptable. Tout dépend comment vous gérez la chose. Simplement, si vous n'avez que un 35 mm ou un 50 mm à votre disposition pour faire du portrait en studio, c'est tout à fait envisageable, mais sachez que si vous voulez un portrait serré, vous serez obligé de recadrer. Et il n'y a aucun mal à recadrer. Vous devrez simplement rester à votre distance de 3 mètres, vous faites votre photo, puis vous recadrez ensuite. Éventuellement, vous pouvez vous rapprocher, disons, à 2,50 m maximum. Vous aurez une très légère déformation, mais qui ne sera pas gênante. Et ça vous permettra d'utiliser votre matériel 35 ou 50 pour faire du portrait en studio. Ensuite, le 85, effectivement, va vous donner un champ plus serré. En gros, à 3 mètres, un 85 mm vous donne un angle de champ qui permet de cadrer aux hanches. En ce qui me concerne, si j'avais un 85 mm, c'est pas le cas, j'ai plutôt un 100 mm en 24-36, je consacrerai cette optique, le 85, à la photo en plan américain. Si vous possédez un 135 mm, vous pourrez faire du portrait serré, mais vous ne pourrez pas faire davantage. Vous pouvez
également utiliser le 135 mm ou le 200 mm pour avoir des portraits plus serrés. Dans cette vidéo, je vous donne énormément de détails sur ce dont on vient de parler. Lorsque vous photographiez un portrait en studio, vous ne devez jamais être debout. La seule exception, c'est lorsque vous faites un portrait serré. Effectivement, vous êtes debout parce que votre appareil photo est situé assez haut verticalement. Mais même dans ce cas-là, vous devez incliner votre appareil très légèrement vers le haut, donc ça veut dire que vous devez vous baisser très légèrement, même pour un portrait serré. Voici un exemple de portrait serré qui a été fait en légère contre-plongée. Pour ce qui est de la photo en plan américain ou en pied, vous devez toujours être soit assis, voire même au ras du sol. Ça m'est arrivé de me mettre allongé au ras du sol pour donner un effet de perspective sur les jambes notamment, pour les allonger. Et pour créer un effet, parce que c'est vrai que lorsque vous vous mettez au ras du sol, forcément c'est une position inhabituelle et donc ça va créer un allongement des jambes qui est spectaculaire mais qui n'est pas incompatible avec la photo, avec le portrait. Vous pouvez tout à fait réaliser ce genre d'effet. Alors que, et nous allons le voir sur les deux photos que je vous montre ici, si vous vous mettez debout pour photographier un modèle, en pied notamment, alors là c'est la catastrophe parce que vous allez vraiment la tasser. Les proportions du corps ne sont pas agréables à l'œil. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on tente de photographier autrement. Et pour ça, nous allons utiliser un flashmètre en studio afin de faire de la mesure incidente et non pas de la mesure réfléchie avec l'automatisme intégré au boîtier. Je vous conseille d'utiliser un flashmètre Sekonic, non pas que les autres marques ne soient pas bonnes, simplement je ne vais pas vous recommander du matériel que je ne connais pas. Donc pour les flashmètres Sekonic, vous pouvez chercher d'occasion, je vous mets la liste à l'écran, comme ça vous serez sûr d'avoir le bon modèle. Ne vous encombrez pas avec les modèles avec télécommande intégrée, vous n'en avez pas besoin, c'est juste une dépense supplémentaire inutile, parce que si vous possédez déjà une télécommande avec votre système flash, vous n'avez pas besoin de télécommande supplémentaire intégrée dans le flashmètre. Ça, c'est du marketing une fois de plus. C'est un produit qui a été intégré récemment par les marques dans les flashmètres, mais ça n'est pas du tout obligatoire. En fait, un flashmètre n'est pas dédié à une marque de flash. Un flashmètre, c'est un flashmètre. Vous vous en servez pour mesurer la lumière et vous n'avez pas besoin de la télécommande intégrée. Votre télécommande actuelle conviendra très bien. Alors ensuite, au niveau des flashs, vous pouvez utiliser n'importe quelle marque de flash, par exemple Godox, Elinchrom ou Profoto. Les flashs Cobra sont des flashs réservés au reportage. Donc ce n'est pas adapté à la photo de studio pour plein de raisons et notamment pour une question de manque de puissance et également de répartition de la lumière, c'est-à-dire que la lumière est extrêmement dirigée puisque le flash Cobra possède déjà son propre modeleur intégré, c'est-à-dire un système qui va diriger le flux du flash de manière très dirigée. Donc c'est pas ce qu'il nous faut pour faire du studio, on a besoin de quelque chose qui répartit la lumière plus autour de la lampe que dans une direction précise. Donc si vous voulez faire du studio, préférez plutôt les flashs de studio. Certains sont alimentés par secteur et ils suffisent largement et ils sont tout à fait performants. D'autres flashs fonctionnent sur batterie et permettent de faire des photos à l'extérieur du studio, mais ça c'est un autre sujet. Donc si vous savez que vous allez faire que du studio, ne vous encombrez pas avec des systèmes à batterie. Pour ce qui est de la télécommande, c'est le petit objet que l'on place sur son appareil photo pour déclencher les flashs et ne vous encombrez pas de système TTL, sauf si vous le possédez déjà bien sûr, mais n'allez pas acheter ni un flash TTL ni une télécommande TTL parce que c'est beaucoup plus cher et vous n'en aurez pas besoin en studio. Donc ne vous encombrez pas avec ça. Moi j'utilise une télécommande qui est compatible avec les flashs Profoto, donc vous pouvez utiliser ce genre de télécommande extrêmement simple qui ne sont que des déclencheurs. Alors vous voyez aussi qu'il y a des boutons pour régler plus ou moins. Effectivement, ça permet de faire un réglage de votre flash à distance si celui-ci possède la possibilité d'être réglé à distance. Parce qu'il existe des flashs anciens qui ne sont pas réglables à distance, mais qui sont tout à fait performants. Il vaut mieux avoir un flash ancien, par exemple un ancien Profoto, plutôt que des flashs récents moins performants. Un flash ancien
qui n'est pas réglable à distance, comme par exemple un Profoto Pro B2 ou un Profoto Acute, qui est une gamme qui existait chez Profoto il y a quelques années. C'est du matériel tout à fait performant et tout à fait performant encore aujourd'hui, je précise. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les automatismes que vous ne pouvez pas vous en servir. Pour résumer, en fait, évitez les automatismes. Évitez la télécommande intégrée dans le flashmètre, évitez le TTL, que ce soit pour la télécommande ou pour le flash. Moins vous allez avoir d'automatisme et plus vous allez contrôler votre système. Donc vous pouvez chercher du matériel d'occasion. Je n'utilise que du vieux matériel parce que l'avantage du matériel Profoto, c'est que vous l'achetez pour plusieurs années, voire même peut-être pour plusieurs dizaines d'années. Et donc, du coup, le matériel dure tout le temps et je n'ai pas besoin de le renouveler. Donc, c'est ce qui explique que je possède du vieux matériel, parce que ce matériel est toujours opérationnel et je n'ai pas besoin, pour du portrait, d'avoir quelque chose de plus récent. Et j'obtiens une qualité lumière qui est même supérieure, sur certains aspects, au flash récent. Donc, vous avez votre appareil photo, vous avez votre optique, vous avez votre télécommande, vous avez votre flash de studio. Il vous manque maintenant un modeleur. Le modeleur, c'est quoi? C'est ce qui va modeler, qui va façonner la lumière. Donc, vous pouvez en utiliser de plusieurs types. Moi, je vous conseille de faire simple. Je vais vous montrer quelques photos réalisées avec quelques modeleurs. Comme ça, ça vous donnera une idée de ce qu'on peut faire avec un modeleur qui est à la fois un outil très simple et à la fois un outil qui permet d'obtenir des résultats assez étonnants et assez incroyables et surtout des résultats de qualité professionnelle. Si vous l'utilisez correctement, vous obtiendrez des résultats de qualité professionnelle. Cette première image a été réalisée avec une strip box, c'est-à-dire avec une boîte en forme de bande étroite, d'où le nom, 30 cm de large par 90 cm de hauteur, 1 pied par 3 pieds. Vous avez un rendu très très doux, comme toute boîte à lumière, et elle est utilisée ici d'assez près, donc la lumière est particulièrement douce. Ici, nous avons une photo en douche. Ah non, ça c'est une photo dans la douche. Voici une photo en douche, et ça a été fait avec une octogonale 150 cm, placée donc en position douche, avant. Ça veut dire que la source est à environ 2 mètres devant le sujet et non pas au-dessus du sujet. Voilà le résultat que ça fournit, c'est-à-dire quelque chose à la fois de très doux et également avec du détail. Ici, nous avons toujours la même boîte octogonale mais disposée verticalement sur la droite en feathering, c'est-à-dire en éclairant avec le bord. On verra ça plus tard dans la vidéo, je vous montrerai comment on positionne une boîte en feathering. Ici, ça a été éclairé avec une boule chinoise ou lanterne, on utilise les deux termes, et ça donne quelque chose de assez proche du bol beauté. Tout dépend comment vous la configurez, parce que vous pouvez utiliser une lanterne chinoise nue, sans aucun déflecteur, mais vous avez aussi la possibilité de masquer une partie de la boule pour la rendre plus directionnelle. La boule chinoise, c'est le bon plan parce que ça vous permet d'avoir plusieurs modeleurs en un seul et on peut notamment avoir un rendu qui se rapproche du bol beauté. Et justement, parce qu'on en parle, voici une photo réalisée avec un bol beauté Profoto. Là, le bol est seul, il n'y a pas de réflecteur, il n'y a pas de source en bas. Alors qu'ici, nous avons une source qui a été rajoutée en bas, mais dont l'influence est très faible. Elle éclaircit très très légèrement l'ombre sous le cou, mais alors vraiment très très légèrement. Ici, nous avons encore une autre image réalisée au bol beauté. Pour cette image, nous avons utilisé un petit bol de 18 cm. Et vous voyez que malgré la petite taille du modeleur, qui est situé à 4 mètres, évidemment, il faut que le cône de lumière soit suffisamment grand. Le bol étant situé à 4 mètres, vous arrivez à obtenir ce type de rendu avec ce type de bol. Voici une autre photo qui a été réalisée lors d'un shooting beauté coiffure, qui a également été fait avec ce bol 18 cm, bol standard. Chez Profoto, il s'appelle le bol zoom. Nous allons voir maintenant une disposition de configuration typique pour le portrait. Je vais vous présenter la configuration pour ce shooting. Nous allons utiliser une boîte Aputure qui est une 60-90, donc
C'est très abordable comme matériel. Je l'ai monté sur une torche Profoto. Alors ce n'est pas un flash compact, c'est une torche. Ça veut dire que c'est relié à un générateur que vous voyez ici. Donc ça, c'est pas du matériel abordable du tout. Mais par contre, c'est quelque chose que vous pouvez remplacer par une torche compacte comme celle-là. Voilà une torche compacte Profoto, c'est un Profoto D1 avec donc tous les réglages à l'arrière, la lampe à l'avant. Voilà, vous avez ça dans n'importe quelle marque, Godox, Elinchrom et Profoto bien sûr. Donc, nous avons ici une lanterne chinoise. Nous avons ici une autre lampe flash, une autre torche avec une lampe pilote allumée. Ça me sert uniquement à éclairer la scène pour la vidéo. Ok ? Maintenant, je vais positionner ma source. Au lieu de mettre ma source face au sujet, ce qui va donner une lumière beaucoup plus contrastée, je vais tourner la source vers le mur qui est en face d'elle et on va éclairer simplement avec le bord de la boîte. Ok, donc le modèle est ici et il sera éclairé par le bord de la boîte. Moi, je suis à peu près 3 mètres du sujet. À peu près 3 mètres du sujet. Voilà. Donc, configuration extrêmement simple, mais qui, comme vous allez le voir, va nous permettre d'obtenir des portraits tout à fait crédibles dans le style mode. Nous avons derrière un fond gris qui est déroulé jusqu'au sol. Nous allons shooter en plan américain, donc on ne verra pas le rouleau au sol. Bien entendu, cette configuration fonctionne avec n'importe quel type d'appareil photo, que ce soit du moyen format hors de prix, du 24-36 haut de gamme, du 24-36 entrée de gamme, de la PSC bien sûr, et du smartphone. On peut tout à fait faire des photos avec un smartphone avec cette configuration-là. Voilà. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui pour cette partie de la vidéo. La prochaine fois, nous verrons comment régler le boîtier, comment faire la mesure, puisque évidemment, ça, c'est une partie très importante du shooting portrait. Nous verrons tout ce qui concerne la préparation de séance, et notamment ce qui doit se faire en amont de la séance et pas au dernier moment. Je vous apporterai également des éléments concernant la direction du modèle dans le cadre du shooting, et puis vous verrez une brève démonstration avec le setup que vous avez vu juste avant. Vous avez pu voir qu'il y a quand même un grand nombre de fausses données et de mauvaises manières de procéder, ce qui induit évidemment des résultats qui sont amateurs. Et normalement, cette vidéo ou cette série de vidéos devrait vous aider à corriger le tir. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à une vidéo gratuite concernant la direction du modèle, ça tombe bien, simplement en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. N'oubliez pas les tutoriels qui se trouvent sur le site internet, je vous donne le lien également ci-dessous. N'hésitez pas à regarder à nouveau les vidéos qui sont liées à cette même vidéo, car elles ont abordé chaque sujet de manière exhaustive. Et la vidéo que vous êtes en train de regarder remet les choses en fait sur le fil de déroulement normal pour une séance. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-lui un like et abonnez-vous à la chaîne car ça vous permettra de recevoir les notifications sur les nouvelles vidéos qui arrivent. Et puis surtout, n'oubliez pas, restez frais. Even though I had, so I put 'em on the shelf in my bedroom.